commission vaccination de Belgique. Philippe Lepage était également ou est peut-être toujours dans la commission vaccination de Belgique. Il a été. Et Marc de Rieder, qui est professeur avec moi aussi et qui donne cours un petit peu en faculté de pharmacie, et qui est un ancien directeur de la société pharmaceutique GSK. Vaccin. Alors, nous avons des étudiants de MA2, je ne sais pas où ils sont, voilà. Et Amal, elle arrive. Donc on a on en aura bientôt 4 étudiants de MA2 qui ont pris le cours de vaccinologie et qui ont préparé des questions avec les BA3 notamment, et qui vont donc poser des questions en étayant leur discussion. Mais les questions sont ouvertes pour que tout le monde puisse les poser. Donc tout le monde peut poser des questions et vous êtes les bienvenus pour poser votre question sur la vaccination. Est-ce que la vaccination doit être par exemple obligatoire? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand vous serez en pharmacie. Les patients vont vous poser des questions, savoir si elle est dangereuse, quelle est sa toxicité. Il y a beaucoup de questions sur les médias, on est noyé, on ne sait plus trouver les informations scientifiques, on ne sait plus vraiment départager ce qui est le vrai du faux. Donc on est ici pour remettre les choses un petit peu dans leur perspective, voir un petit peu l'équilibre entre le vrai et le faux de ce qui est dit. Est-ce que vous pouvez répondre aussi, donc vous aider à répondre aux questions des patients dans les officines. Donc voilà, la séance est ouverte. Allez-y. Oui. Ah non, il n'y a pas une présentation spéciale. Tu veux bien parler assez fort? La première question, c'est que certains vaccins sont recommandés pour la femme enceinte, tels que le vaccin antigrippal et celui contre la coqueluche. Quels sont les autres vaccins que l'on pourrait recommander à la femme enceinte, sachant que les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, et quels sont les bénéfices à la santé qu'ils pourraient apporter? Attends, parce que là, tu as été très vite pour poser ta question. Donc, il y a certains vaccins qui sont recommandés pour la femme enceinte. On va revenir là-dessus. Le Conseil supérieur a recommandé, entre autres, comme d'autres instances internationales, le vaccin contre la grippe, du moins dans certaines saisons. Je ne dis pas en plein été, on est bien d'accord. Et le vaccin contre la coqueluche. Mais est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui pourraient être intéressants pour la femme enceinte, bien sûr. Et puis ensuite, mon Quentin, je me fais perdre la fin de la question. Quels sont les bénéfices? Oui, c'est ça. Mais donc, la balance intérêt-inconvénient, bien sûr, qui a conduit à ça et qui pourrait conduire à d'autres conseils de vaccination. C'est essentiellement donc la vaccination contre la coqueluche et contre la grippe, comme vous savez, qui sont recommandées actuellement au niveau belge, mais également au niveau d'autres pays comme le Canada, l'Angleterre, les États-Unis. Et la raison pour la coqueluche est la recrudescence de cette maladie actuellement, qui est une vieille maladie qu'on croyait avoir bien combattue par la vaccination classique. On commence à 2 mois ou 3 mois, ça dépend des pays. Et puis on s'est rendu compte depuis quelques années, pour différentes raisons, qu'on assiste à un retour de la coqueluche et que, d'une part, et d'autre part, que le groupe le plus touché, finalement, c'était les jeunes enfants, et parmi les jeunes enfants, les très jeunes, ceux de moins d'1 an, et parmi les très jeunes, ceux qui avaient moins de 2-3 mois étaient beaucoup plus à risque de faire des complications que ceux qui avaient 9-10 mois, etc. Plus à risque de faire des complications et aussi moins bien protégés par la vaccination, puisqu'on ne peut commencer la vaccination plutôt que, on va dire, vers l'âge de 2 mois. Et donc, il y avait une fenêtre de susceptibilité chez le nouveau-né qui est mal protégé par les anticorps maternels quand il n'y a pas eu vaccination aux maladies récentes, et donc qui l'exposait plus d'une part et qui le rendait beaucoup plus malade qu'un enfant de 4 ans qui a la coqueluche. Ce n'est pas très agréable, mais en général, ça n'entraîne pas une hospitalisation. Un enfant de 2 mois ou d'1 mois qui a la coqueluche peut se retrouver en soins intensifs, voire éventuellement, il y a eu des cas en Belgique et ailleurs, rares heureusement, mais des cas réels de décès suite à la coqueluche. Et donc, on recommande dans beaucoup de pays industrialisés maintenant de vacciner
à la fin du 2e trimestre, au début du 3e trimestre, les femmes enceintes, pour que non seulement elles se protègent elles-mêmes, le cas échéant, mais surtout qu'elles puissent transmettre des anticorps en quantité importante à leur bébé quand il va naître, et qui va les protéger partiellement ou totalement contre la maladie. Alors là, pour la grippe, c'est un petit peu le même principe, également, avec le fait qu'on pourrait donner la vaccination pendant toute la grossesse parce qu'il n'y a pas de toxicité pour le fœtus de ces 2 vaccins. Mais pour la coqueluche, pour avoir beaucoup d'anticorps, on préfère le faire relativement tard dans la grossesse pour que les mères, au moment de l'accouchement, aient une concentration en anticorps très élevée dans leur sang et donc le transmettre au bébé, ce qui lui permet d'être protégé non pas pendant des mois et des mois, mais pendant quelques semaines au moins. Et là, il y a le relais par la vaccination classique qui en Belgique commence, comme vous le voyez là, avec le vaccin hexavalent à 2 mois. Pour surenchérir sur ce que Philippe vient de dire, on le fait à la fin, comme il le dit très bien, parce qu'effectivement, on fait des anticorps, on en fait donc beaucoup. Donc vous devinez qu'ils passeront mieux s'il y en a beaucoup que s'il y en a peu. Et d'autre part, au niveau placentaire, c'est le moment où le passage des anticorps est le plus important aussi. Donc il y a une fenêtre dans laquelle avoir beaucoup d'anticorps et la facilité de les faire passer chez le fœtus est le bon moment, qui est très discute, c'est ce qu'il a dit, c'est la fin de la grossesse. On discute les semaines pour l'instant. Un des problèmes, c'est que comme tout le monde n'accouche pas forcément au terme prévu, mais parfois avant, si on décide de vacciner à un certain moment, si la femme accouche 10 jours plus tard, c'est un peu court comme délai. Donc il y a toute une zone de quelques semaines sur laquelle le meilleur moment n'est pas forcément trouvé. La recommandation, c'est 24 en Belgique, ouais, 24 à 32 semaines. Je voudrais savoir par cœur, mais je pense que c'est ça. On discute à quelques semaines près pour l'instant. Et l'autre point qu'il a dit pour l'influenza, il y a vraiment un double intérêt, parce que l'intérêt pour la coqueluche, c'est de protéger l'enfant avant qu'il soit vacciné et d'éviter que la mère ne soit porteuse, puisque elle est en contact le plus étroit avec l'enfant, ça va de soi, et on sait que c'est les proches qui sont les plus porteurs et qui vont le transmettre éventuellement à l'enfant. Dans le cadre de la grippe, ce qu'on veut aussi, c'est que la mère ne soit pas malade durant sa grossesse. On a une surmortalité extrêmement significative de la grippe chez la femme enceinte au 2e et surtout au 3e trimestre. Et c'est cette fameuse pandémie de 2009 qui a été très décriée dans la manière dont elle a été gérée, qui a montré qu'il y avait des femmes enceintes qui se trouvaient en soins intensifs avec des ECMO, comme on dit, c'est-à-dire des hémofiltrations au bout d'un respirateur, parce qu'elles étaient enceintes et qu'à ce moment-là, leur réponse immunitaire au virus de la grippe qu'ils n'ont pas encore rencontré éventuellement devient extrêmement importante, donne des torrents cytokiniques qui leur donnent des poumons tout blancs, des incapacités de respirer, des choses pareilles. Donc là, on veut protéger l'enfant qui sort, bien sûr, parce que sans ça, il va faire des températures élevées et autres. On veut aussi, et de manière très importante, protéger la femme enceinte. D'où le fait qu'on fait ça, évidemment, en saison de grippe. La femme qui aura son 2e, 3e trimestre entre le mois de mai et le mois de septembre, octobre, ça n'a aucune importance. Enfin, beaucoup moins. Je trouvais votre question très intéressante parce que vous vous rappelez le titre de notre table ronde? Le titre de la table ronde qui se trouve sur le poster, c'est la responsabilité sociétale. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On protège évidemment le sujet, mais aussi d'autres sujets. Or, la vaccination, dans beaucoup de débats, ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité sociétale. C'est-à-dire que si votre couverture vaccinale est importante des sujets concernés, elle protégera les gens qui sont autour. Je m'explique. Ceux qui ne le sont pas et qui ne sont pas vaccinés et qui seraient infectés deviennent des vecteurs de transmission. Et nous avons ici un bel exemple, c'est que nous voulons certainement protéger le nouveau-né, mais aussi les individus, comme par exemple le corps médical qui est en contact avec des malades, que s'il n'est pas vacciné, il attrape la grippe, il devient vecteur de transmission. Ce n'est pas que le corps médical, évidemment, c'est tous ceux qui travaillent dans le site. Et donc vous serez un jour, si vous êtes en pharmacie de ville, amené, je dirais presque pour ceux qui hésitent, à motiver cela. Et donc, soyez bien conscients que la responsabilité sociétale de la vaccination est un élément clé pour réussir le débat de la prévention. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un calendrier qui est recommandé. Il y avait un calendrier. Et donc il y avait un calendrier, il n'est pas tombé. C'est le débat sur le calendrier. Oui, ça c'est oui. Et c'est donc des experts comme eux qui se mettent ensemble, qui construisent le calendrier, le proposent aux communautés néerlandophones et francophones, et c'est à nous, entre guillemets, les vaccinateurs et les gens qui travaillent avec le corps pharmaceutique, de réussir ce débat de la bonne couverture.
Méfiez-vous, si ce n'est pas le cas, vous allez voir, on va peut-être y revenir. Et y a-t-il d'autres vaccins qu'on pourrait Plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins qu'on pourrait recommander à la question? Ah oui. Pour l'instant, il n'y a pas de choses très neuves à proposer. Il y a évidemment la vaccination contre le tétanos qui existe depuis très longtemps et qui est importante aussi pour la femme enceinte, pour elle de nouveau, mais surtout pour ne pas que les nouveau-nés puissent attraper le tétanos, maladie qu'on ne voit plus depuis la vaccination et pour laquelle il faudra toujours vacciner, puisque là, on ne pourra jamais éradiquer le tétanos. C'est une maladie qui est dans l'environnement, un microbe qui est dans l'environnement, pas comme la rougeole, la variole, on peut dire un jour, il n'y a plus de variole maintenant dans le monde, mais le tétanos, il faudra toujours vacciner. Mais des nouveaux vaccins, il y en aura certainement lorsqu'on disposera de vaccins contre la bronchiolite, le virus respiratoire syncytial, mais on est loin du compte pour l'instant, et de le faire chez des adultes, ce ne sera pas la priorité dans un premier temps. Et pour être polémique, est-ce que ça a un sens de dire qu'on pourrait revacciner, c'est purement polémique, hein, contre la rougeole, pas pendant la grossesse bien sûr, ça va atténuer, mais avant, pour qu'il y ait un taux d'anticorps anti-rougeoleux plus important chez la femme, qu'elle puisse passer à l'enfant? Est-ce que ça a un sens? Je le fais de manière totalement... Il n'est pas au courant de la question. Non. Ça l'embête d'ailleurs, c'est pour, Ouais, c'est pour ça que oui. Mais, je vais essayer d'y répondre. oui, ça l'embête. C'est-à-dire que le problème, enfin, le non-problème plutôt avec la rougeole, c'est qu'en général, le taux d'anticorps subsiste assez longtemps chez le nouveau-né, pour des raisons qu'on ne sait pas très bien. Les anticorps HIV aussi chez le bébé restent longtemps présents, hein, quand une mère qui a des anticorps donne naissance à un enfant, alors que pour la coqueluche, la protection par les anticorps semble s'estomper très rapidement. Je donne un exemple, après 6 semaines, 8 semaines, alors qu'après la vaccination contre la rougeole, il est vraiment très rare qu'un enfant exposé fasse la maladie avant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tout en remarquant quand même qu'on a moins d'anticorps après une vaccination qu'après avoir fait la maladie classique, la maladie sauvage, on va dire. Donc la question est tout à fait fondée, mais à ma connaissance, il n'y a pas de travaux dans ce domaine-là actuellement. Donc, autrement dit, ce n'est pas évident qu'il y ait d'autres vaccins qui vont venir dans les recommandations pour la femme enceinte, dans nos régions. Allez-y. Voilà. Voilà une question posée par des étudiants de BA3. Une question posée par vous. On va répéter. Voilà. Est-ce que les vaccins sont obligatoires? Alors, donc la Est-ce question, que c'est les vaccins sont-ils obligatoires? Alors, en Belgique, il y a un vaccin qui est légalement obligatoire, qui est la vaccination contre la polio. Donc, si en tant que parent, vous ne vaccinez pas votre enfant, eh bien, on vient se renseigner chez vous après, en général, l'âge de 2 ans. Le policier de quartier ou quelqu'un administratif vient voir pour qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est la négligence ou est-ce que vous êtes opposé. Donc, légalement, c'est le seul vaccin. Maintenant, dans la vie réelle, il y a d'autres vaccins qui sont en partie obligatoires du fait que les enfants vont en crèche et que dans les crèches en région flamande ou en région francophone du pays, on exige que les enfants à tel âge aient des vaccins, pas tous les vaccins qui sont sur le calendrier, mais qu'ils soient vaccinés contre la coqueluche par exemple, contre la diphtérie, à l'âge adéquat contre la rougeole, rubéole et les oreillons. Donc, ce n'est pas une obligation véritablement légale, mais si vous voulez mettre votre enfant en crèche, en milieu, que ce soit du côté au nord ou au sud du pays, vous avez cette obligation-là qui se comprend quelque part. Les crèches n'ont pas envie d'avoir des épidémies chez eux, de coqueluche, de rougeole, etc., d'une part, et d'autre part, permettent ainsi de protéger les rares enfants qui seraient en crèche et qui ne pourraient éventuellement pas être vaccinés pour des raisons médicales. Il y a très peu de raisons médicales, mais ça peut exister, il peut y avoir des contre-indications au cas par cas. Donc voilà, on est obligé. Donc c'est pas recommandé parce que pour accéder dans les écoles, par exemple, on est obligé d'être vacciné contre polio, diphtérie, coqueluche. Oui, voilà. Pas pour les écoles. Donc pour continuer ce que Philippe vient de dire, et pour resituer le débat par rapport à la polio, il y a une seule vaccination obligatoire,
avec tout l'obligatoire que ça veut dire Très en Belgique. longtemps, Hein. depuis C'est ce que les la années Belgique 60. veut dire par de l'obligatoire. Hein, ok. Donc on peut tous brûler un feu rouge, hein, d'accord, ok. Moins peut-être dans d'autres pays, mais enfin on le fait quand même. Donc, autrement dit, il y a la polio, il faut la situer dans son contexte des années 50. La polio faisait des ravages. Il y avait des gens qui mouraient de polio par paralysie respiratoire. Il y avait ces fameux poumons d'acier, parce que c'était les pré-respirateurs. Tout le monde avait la frousse de la polio. Et sont apparus très rapidement, 2-3 années de temps, 2 vaccins, un vivant atténué, un vaccin injectable, l'année 56, 57, 58, juste avant l'exposition universelle que personne ici n'a connue, sauf nous. Bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ces vaccins permettaient d'éviter totalement la polio. Et donc ce vaccin, comme il n'y a pas d'autres thérapeutiques possibles, a été rendu obligatoire pour essayer de diminuer cette pression qui existait partout dans le monde, pays industrialisés comme les autres d'ailleurs, pour éradiquer ou en tout cas bloquer cette maladie. Et donc ce qui a conduit à l'époque à cette notion d'obligation vis-à-vis d'une maladie qui répandait vraiment à la terreur, pas comme la variole, hein, c'était moins pire que la variole si on peut se permettre l'expression, mais qui répandait malgré tout la terreur parce qu'effectivement ça rendait paralysé ou ça faisait mourir un certain nombre de personnes. Et cette obligation a perduré au cours du temps, et au cours du temps, on s'est posé plusieurs fois la question, puisque la polio n'existe plus dans nos régions, et c'est l'éternel problème de la vaccination, et on va revenir là-dessus, comme la maladie n'est plus là, est-ce qu'il faut continuer à vacciner? La maladie n'est plus là, mais vous savez tous que, c'est facile à dire, mais c'est comme ça, le monde est un village, un peu moins dans les années 60 que maintenant c'est totalement un village, merci Ryanair, merci le reste, comme dirait l'autre, et grâce à ça, on est en contact avec des zones du monde dans lesquelles il y a encore de la polio. Et la polio est à 2 doigts d'être éradiquée. On a les chiffres, si vous voulez vous montrer. L'année passée, il y a eu 37 cas. Il y a 10 ans ou 15 ans, il y avait 300 000 cas. 15 ans à peu près. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. La polio est à 2 doigts d'être éradiquée. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut maintenant se dire, bof, je ne fais plus attention. Le jour où l'HIV n'existera quasi plus, est-ce qu'il faut encore des préservatifs? Bon, peut-être un, d'accord, ok, c'est un peu la même question. Mais on garde le préservatif obligatoire qui est le vaccin, le temps que ça soit éradiqué, pour les quelques années qui restent encore. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est ce que Philippe a très bien dit, c'est les maladies pour lesquelles il n'y a pas d'obligation, mais pour le débat a été relancé en France et en Italie, comme vous le savez, puisque la France et l'Italie, sans doute la base de vos questions, ont rendu obligatoire maintenant la vaccination pour des raisons qui sont des épidémies qui existent dans les 2 pays, ce n'est pas les seuls, de rougeole entre autres, avec une mortalité. Parce que c'est de l'éternelle question, on a l'impression que ces maladies, c'est rien du tout. La Roumanie vient de se payer, si on peut dire cette année-ci, 34 morts sur la rougeole. 34 morts, c'est énorme, c'est beaucoup moins que les accidents de la route, on est tous d'accord. Mais c'est énorme malgré tout pour une maladie qu'on peut prévenir. Sinon de la route, on peut les prévenir aussi, d'une autre manière. Donc, autrement dit, il y a des maladies qui ne répandent pas la terreur, mais qui font quand même des morts. La France, en 2011, s'est tapé 9 morts sur la rougeole. Or, ce n'est pas des pays, la Roumanie, on peut discuter, mais la France, en voie de développement, ils ont des soins intensifs, ils ont tout ce qu'il faut, ça fait quand même 9 morts. Alors qu'il n'y aurait pas une mort si les gens avaient été vaccinés convenablement. Et c'est 2 des pays dans lesquels les lobbies anti-vaccination sont importants et dans lesquels la perception de la vaccination par la population est extrêmement mauvaise. Les Français, les autorités françaises étaient catastrophées de voir les statistiques. J'ai une carte, si vous voulez, qui va vous être envoyée de toute façon avec une série de diapositives dans lesquelles on voit la perception de la vaccination en Europe. La France est en noir. C'est-à-dire qu'il y a 44% des gens à peu près qui trouvent que ça ne sert à rien. Et donc l'État français, qui est très centralisateur, comme vous le savez, a décidé, maintenant moi, Jupiter, le président, tout ce que vous voudrez, moi on décide, on impose la vaccination, le temps de refroidir, si on peut dire le truc, et puis on verra bien. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? La Belgique ne veut pas suivre cet exemple-là. On pense que ce n'est pas une bonne idée d'imposer. Maintenant, c'est plus facile pour nous, parce que la situation est beaucoup moins catastrophique dans la perception de la population et dans les conséquences. Même si nous nous tapons des épidémies de rougeole, il y a eu des centaines de cas cette année-ci, entre autres en Wallonie, parce qu'il y a une insuffisante vaccination pour le 2e vaccin de la population générale. Arrive la notion, et puis j'arrête dans une minute, arrive la notion de la nécessité d'être vacciné pour aller dans les crèches. Pour les écoles, pas. Donc si on passe le stade des crèches, on peut rentrer à l'école primaire sans être vacciné dans notre pays. Dans les crèches, ce sont les petits-enfants, ceux qui sont forcément les plus sujets à faire ce type de maladie à ce moment-là. Et c'est là que, pour éviter que se répande la maladie, les structures ont dit, nous on veut bien, mais nous on est comme une société, on dit à nos employés, vous pouvez venir travailler, mais on ne veut pas que vous soyez en bikini au travail. Ok, être habillé d'une certaine manière. Mais nous on veut bien prendre vos enfants en tant que gardiens de crèche, mais on ne veut pas que vous transmettiez par votre non-vaccination de vos enfants la maladie à d'autres qui pourront en avoir des conséquences graves. On dira, ah oui, mais c'est la crèche, hein, monsieur, c'est votre faute, hein, il y avait là un enfant pas vacciné, il a fait la maladie et mon fils est malade à cause de ça et il a des séquelles neurologiques ou autres. Donc, moi je dis, votre enfant, si je veux le prendre dans ma crèche, il doit être vacciné. Ça a été entériné par des structures comme l'ONE ou
Kinencosin, je ne suis pas certain, mais l'ONU en tout cas, c'est extrêmement Si. cher. Et de date. Ok. Et c'est dans ce contexte-là, c'est une sorte de situation entre deux eaux où ce n'est pas une vraie obligation légale, mais de facto, si on veut mettre l'enfant à la crèche, il faut être vacciné. D'autres pays sont beaucoup plus drastiques que nous. Il y a des pays dans lesquels c'est totalement obligatoire pour aller à l'école. Certains États américains, c'est obligatoire. Dans certains Länder allemands, vous n'avez pas de... Est-ce qu'on donne une famille pour les enfants? Vous n'avez pas d'allocation familiale si vous n'êtes pas vacciné. Et donc il y a des structures qui sont beaucoup plus lourdes, on va te dire certains intrusifs, que ce que la Belgique fait par rapport à la vaccination. Ce n'est pas obligatoire, mais d'accord, vous n'avez pas d'allocation familiale à ce moment-là. Vous n'assumez pas votre rôle sociétal de protéger les autres aussi. La société ne vous donne pas l'argent. On peut discuter, hein, mais on peut se rendre compte que c'est peut-être pas aberrant dans le concept même. Voilà. Et là, on voit, je pense effectivement, ça c'est les cas de, ça c'est passé là, c'est les cas de rougeole, mais vous voyez que la France et la Roumanie, c'est les deux pays rouges. La rougeole, ça tombe bien, hein, c'est les deux pays rouges. Sur celui-là qui a le plus, il y a quelque part, on voit la France en noir, mais c'est bon. Ça n'a rien à voir avec la droite, en l'occurrence, mais bon, malgré tout. Mais vous voyez, je reviens sur ce concept de couverture vaccinale. Et c'est tout le plaisir d'avoir une personne comme Madame Fontaine qui vous met ici dans un auditoire, parce que demain, vous êtes aussi responsable de la bonne information et de l'information correcte. Vous avez vu ici que lorsqu'on laisse aller le choix et qu'on hésite et que finalement on dit ben non, pas moi, que se passe-t-il? Cette couverture vaccinale chute. Vous avez vu ce qui se passe dans des pays où olé olé, on laisse un peu tomber et on fait surtout rien, pas de problème, je ne vais rien entendre. Vous avez la France et l'Italie, olé olé, on fait rien, ça chute et on a des grosses épidémies. Changement de gouvernement, Italie, France, ça ne peut plus continuer. On est la risée de l'Europe au niveau de la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas trois solutions. Il y a des solutions dites incentivantes. On donne de l'argent aux parents pour le faire, ou l'autre stratégie, en Luxembourg c'est comme ça, tu es vacciné complètement, tu reçois 300 €. Ça c'est pas mal, hein? Là il n'y a pas de problème de couverture. Par contre en France et en Italie, on a complètement viré de bord, on a dit maintenant on oblige la vaccination, et comme dit M. Van Latten, on refroidit l'affaire, et on espère que cette couverture va de nouveau augmenter au-delà de 90%, parce qu'attention, hein, ça doit être au-delà de 95% pour avoir un effet. Donc tous ceux qui ne sont pas dans les 95%, eh ben, c'est ça qui est dangereux. Voilà, vous voyez ici la diapositive en question qui vous montrait en France 42% de la population remet en question, ce qui est beaucoup plus que en moyenne européenne et en Belgique, à peu près dans la moyenne européenne. Et la France qui était ici en noir, c'est ça qui a fait frémir le gouvernement français et qui explique d'ailleurs la situation de pauvreté vaccinale et le problème, entre autres, de rougeole qu'ils ont pour l'instant. Maintenant, à nouveau, on estime chez nous, dans le contexte qu'il ne faut pas obliger, on pense qu'obliger, ce n'est pas une bonne solution. C'est ce que la France a décidé, c'est ce que l'Italie a décidé aussi récemment. Il y a des systèmes encore plus efficaces. Hein. Aux États-Unis, vous pensez faire un petit tour aux États-Unis, en même temps je vais faire mon cours dans une faculté américaine. La première question c'est, votre carte vaccinale. Si aux États-Unis, votre carte vaccinale n'est pas bon, vous ne rentrez pas à l'université pour faire les cours. Donc, il y a plusieurs systèmes, entre guillemets, d'obligation. Ici, en France, c'est une loi. Donc, attention, il y a un peu de tout qui existe. Nous, c'est recommandé. Et en Belgique, Yves, Philippe, on fait très bien notre couverture vaccinale. J'ai vu les derniers chiffres la semaine passée de la communauté française et de la communauté flamande. C'est pas mal. Mais attention, hein. Pour les petits surtout. Hein. On parle des petits-enfants. Alors que les rappels rougeole du côté francophone, c'est quand même encore bien en dessous dans nos 5%. Exact. Il y avait une question là-bas. D'autres questions dans la salle? Oui, vous parliez en fait de nécessité sociale, donc c'était un devoir de se vacciner. Comme si on fait l'analogie avec les impôts, on doit payer ses impôts. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire passer un bon nombre de vaccins dans le domaine public et que ce soit l'État qui devrait du coup gérer la production de ces vaccins et faire une loi pour que ce soit l'État qui gère, que ce soit plus du coup les firmes pharmaceutiques et peut-être
peut-être que ça vient justement de cette méfiance envers les gens vis-à-vis des vaccins. On expliquerait que c'est un peu, Alors, j'aime bien le clin d'œil, hein. Est-ce qu'il faut rentrer dans un système à la russe? Parce que c'est ça. Est-ce qu'on va fabriquer au niveau centralisé d'État des vaccins? Alors, vous êtes des pharmaciens, vous savez qu'il y a des critères de qualité, vous savez que la production d'un biologique, ça n'est pas si facile que ça, et pour pouvoir avoir l'agrégation, je peux vous dire que les critères de qualité sont excessivement sévères. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut une spécialisation dans la production. Il y a eu quelques pays qui ont essayé de faire des productions d'État, ceux qui sont un peu sur leur sou. Je vais donner un exemple, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, c'est les Hollandais. Alors, les Hollandais, évidemment, ils se sont dit, nous, on va faire ça nous-mêmes. Je peux vous dire qu'ils ont changé d'avis et ils ont laissé le débat, je dirais, aux professionnels de la production. Votre question cache autre chose, bien sûr. Parce que vous pourriez croire, oui, mais c'est une histoire de fric, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les communautés, pour les vaccins que vous avez vus dans le calendrier là, font ce qu'on appelle un appel d'offres. C'est quoi l'appel d'offres? C'est que plusieurs producteurs vont proposer une qualité de produit à un certain prix avec un certain volume. Le moins cher l'emporte. Bien sûr, tout ça a des pénalités si vous ne savez pas produire. Si vous ne savez pas produire et vous êtes en dessous d'une couverture minimum, vous êtes pénalisé. Donc, l'État n'est peut-être pas le meilleur garant pour la qualité, malgré qu'il y a des personnes compétentes, mais il faut une usine, il faut des contrôles. C'est américain, ce n'est pas que belge, c'est américain et toute l'Europe qui est concernée par la production. Pensez bien, je ne vais pas faire une production rien que pour la petite Belgique. On va essayer de faire des volumes en quantité suffisante. Et donc, je crois que l'idée, elle mérite d'être posée, mais en pratique, ça ne fonctionne pas du tout en ce qui concerne les vaccins, de par la complication de la production. Et donc, pour enchérir sur ce que Marc vient de dire, vous savez qu'il y a plein de films de générique, mais vous savez probablement qu'il n'y a pas de générique de vaccin. Pas parce qu'ils n'aient pas envie, mais parce que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire, beaucoup plus astreignant, et que donc il faut un know-how et un background financier de loin plus important que les films de générique qui ont pourtant des sous, peuvent faire actuellement. On discutait là tout de suite. Il y a des pays qui ont essayé de se lancer dedans, et c'est des grands pays, effectivement, comme l'Inde et la Chine. Et effectivement, dans les États puissants, comme la Chine entre autres, ils font un certain nombre de vaccins. L'Inde fait quelques vaccins, mais il y a chaque fois 1,2 milliard de personnes derrière, à peu près. Donc c'est très difficile à faire. Quand je dis très difficile, c'est un euphémisme. Je pense que c'est un souhait qu'on peut comprendre, mais qui est non réalisable en pratique actuellement, vu la complexité de plus en plus grande des vaccins. Parce qu'il y a les vieux vaccins qui sont presque des trucs qu'on faisait dans des marmites et des chaudrons, je pousse un petit peu, tétanos et autres. Les nouveaux vaccins qui sont beaucoup plus complexes à synthétiser et à stabiliser au cours du temps et à étudier au cours du temps, dans les études qui coûtent de plus en plus cher, sont malheureusement pas, je vais dire ça comme ça, malheureusement pas à la portée de la plupart des États. Justement, pourquoi on ne crée pas une agence européenne de la vaccination et du coup qui serait gérée par créer une agence européenne? Et là, du coup, on aurait une population de 500 millions. Parce que la santé, malheureusement, je ne sais pas si vous le savez ou pas, en Europe, c'est du ressort des États. Nous avons une Europe économique, comme vous le savez. Nous n'avons pas une Europe vraiment sociétale au sens global du terme. Et la santé reste une prérogative des États dans lequel toutes les choses que l'on peut faire, et quand on est dans des réunions européennes à ce niveau-là, il y a toutes les précautions en disant mais c'est vous finalement qui décidez. Vous savez, nous, on est là juste comme ça. Et donc c'est un vœu pieux. Et je pense encore pour des décennies telles qu'on est parti, les États gardent jalousement la santé dans leur manteau. Il y a déjà un contrôle au niveau européen qui existe maintenant, qui est le CDC européen, qui surveille ce qui se passe en termes de maladies, de vaccination. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Il ça, surveille. Il dit que la Roumanie a plein de cas. Il dit que la France a plein de cas. Il sort des cartes, c'est pas celle-là, mais les autres cartes, tout ça. Il donne des signaux. Mais après ça, chaque État fait ce qu'il veut. Et tant mieux si vous faites bouger dans les générations qui viennent la suite, on ne demande pas mieux. Mais actuellement, la santé, c'est tabou. Et donc, il n'est pas question de faire ce genre de truc-là. Mais
C'est une erreur. Bouger des choses, hein, Une erreur. Hein? Il y a 20 ans, j'ai essayé à la communauté européenne de leur faire comprendre que les blancs sont tous blancs en Europe. Entre guillemets, hein, c'est un clin d'œil. Pourquoi pas avoir un calendrier vaccinal commun pour toute l'Europe? Ou non. Ah non. Il y a les blancs clairs, les blancs foncés, les blancs ceci. Donc, il y a 20 ans, j'ai essayé ça, et il y a 20 ans qu'on m'a donné la même réponse qu'on me donne maintenant. Ah non, hein, ça c'est la responsabilité des États. Mais quelle ânerie! Parce que les pathogènes, ils n'ont pas une langue, ils n'ont pas une religion, et ils n'ont pas de carte d'identité. Il est urgent de faire un calendrier européen et que tout le monde se mette d'accord. Comme aux États-Unis, il y a un calendrier, tout le monde est d'accord sur le calendrier, vous l'appliquez. Et deuxième chose, on pourrait envisager des choses comme vous le dites. Actuellement, c'est impensable. Ouais. Même sans soutien l'idée, hein. C'est impensable. Oui. Plus fort, plus fort. Tout à l'heure, en parlant, vous aviez ouvert le débat sur le fait de penser que la grande problématique des vaccins, c'est se dire, est-ce que, puisque certaines maladies n'existent quasiment plus, est-ce qu'on pourrait arrêter? Mais dans la plupart de nos cours, on avait vu que si on arrêtait, on allait avoir une émergence. Donc, Bien sûr. est-ce que réellement c'est une question qu'on peut poser? Est-ce qu'un jour on peut arrêter de vacciner pour certaines maladies? Il y a certaines maladies pour lesquelles, par exemple, si l'homme est le seul vecteur, porteur, tout ce qu'on voudra, c'est le cas de la polio, entre autres, ça a été le cas de la variole, c'est pourrait être le cas de l'hépatite A ou des pathologies comme ça, dans lesquelles seul l'homme est infecté. Si on arrive à protéger naturellement, par vaccin, la majorité de la population et que le virus ne peut... C'est souvent des virus. Hein. Pour des bactéries, ça paraît beaucoup moins probable. Mais pour des virus, on parvient à arrêter la circulation du virus. Au bout d'un certain temps, une sorte de mesure de précaution de quelques années, on peut décider d'arrêter. Ça a été le cas de la variole. La variole était vraiment une saleté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque non seulement il y a des séquelles cutanées et autres, mais la mortalité est extrêmement importante. Lorsque la variole a été éradiquée, que le dernier cas a été trouvé en Afrique, je vous dis, c'est entre la Tanzanie, la Somalie, enfin dans ce coin-là, 2-3 ans plus tard, lorsqu'il n'y a plus de cas dans le monde, on a estimé qu'il n'y avait pas un humain caché encore quelque part qui avait la maladie, et donc on a arrêté la vaccination. C'est le but de l'OMS pour la polio, qui est donc la prochaine maladie, il y a 15 ans qu'on espère ça, mais enfin on va peut-être y arriver enfin, qui puisse être éradiquée, et le jour où pendant 2-3 ans il n'y aura plus de cas de polio décelés nulle part, on va petit à petit arrêter la vaccination, plus ou moins vite selon le pays peut-être, à une certaine vitesse. Donc on peut espérer arrêter. Maintenant, on voulait faire des zones du monde free of certaines maladies. L'Europe devait être free of measles, donc la rougeole, depuis plusieurs années. Vous avez vu les résultats superbes qu'on a pour l'instant. Pour vous donner quelque chose en sens inverse, un continent comme l'Amérique du Sud, eh bien la Bolivie fait mieux que la Wallonie, j'aime bien parce que ça rime. La Bolivie n'a plus de cas de rougeole depuis des années. Toute l'Amérique du Sud est free of rougeole depuis des années. Parce que la vaccination y est comprise comme quelque chose d'important. Ils ont vu encore jusqu'à quelques années ce que ça pouvait donner comme complication. Et donc ils n'ont plus de rougeole. Alors qu'en France, en Roumanie, en Belgique, nous avons toujours la rougeole. Donc si on vaccine assez, pendant assez longtemps, pour des maladies comme la rougeole, qui sont des maladies aussi purement humaines, on pourrait arrêter la vaccination. Ça, comme dit Yves, une des choses qui limite la couverture, c'est que vous autres, et même nous autres, on ne voit plus, on n'a pas vu depuis très très longtemps des conséquences très graves de ces maladies parce qu'on les voit moins souvent. On ne voit pas d'enfants mourir de rougeole ces jours-ci, on ne voit pas de polio, on voit des coqueluches, on ne fait pas comme c'était auparavant. On a perdu la notion que ce n'étaient pas des maladies banales et bénignes finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un certain nombre de maladies dans lesquelles nous sommes le seul porteur, vecteur, etc., sont éradicables. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres maladies. La rage, par exemple. Mais tous les mammifères peuvent faire la rage. C'est un peu difficile à éradiquer, évidemment, puisque tous les mammifères du monde vont difficilement parvenir à les vacciner. Donc, il y a des maladies pour lesquelles ça sera beaucoup moins évident. C'est vraiment celles pour lesquelles nous sommes la seule personne touchée par la chose en question. Le tétanos, il y en a un dans la terre, dans l'environnement, donc on pense qu'on ne pourra jamais éradiquer le tétanos, alors qu'on peut penser éradiquer logiquement la rougeole, la polio. Le tétanos, c'est un bon exemple, ça, c'est tout à fait impossible. Le tétanos est une des rares maladies dans lesquelles d'ailleurs il n'y a pas de rôle sociétal.
Je regardais la notion de solidarité, équité, sur le truc de l'ULB, on ne va pas faire des grands flonflons, hein, on est bien d'accord, mais cette notion de solidarité existe pour quasi tous les vaccins. Il y a de rares vaccins comme le tétanos où il n'y a pas. Parce que le tétanos, si vous n'êtes pas vacciné, c'est vous qui mourrez éventuellement. Ce n'est pas votre fils, ce n'est pas votre conjoint, c'est pas, etc. Pour d'autres maladies, on fait barrière. Ici, on fait barrière que par rapport à soi-même. Mais comme tu le dis, le tétanos, on n'éradiquera jamais. Il y en a partout dans le sol. C'est impossible. Le jour où on sera sur Mars, peut-être. On va quitter la Terre parce qu'elle sera invivable. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un d'autre? Oui? Pourquoi le peuple français en particulier est considéré ça? Il est latin. Oui, bon, d'accord, ok. Et les autres sont germains. Non, je dis c'est un peu facile, c'est réducteur ce que je vais raconter là. Mais il est très clair qu'il existe une manière différente de se comporter. Enfin, sociétalement parlant, il existe une manière différente de se comporter entre celui qui rouspète, je vais très primaire dans ma réponse, hein, et celui qui rouspète et qui met en question et qui se dit que pourquoi c'est vrai, et puis ça vient de l'État, est-ce qu'on ne lui en veut pas, et celui qui dit, ah bon, ben ces gens-là, probablement, puisque je les ai élus ou considérés comme étant en place dans des structures scientifiques ou politiques qui prennent des décisions, s'ils prennent ces décisions, c'est globalement, la plupart du temps, ben, c'est pas trop mauvais. Et donc, on voit ce reflet-là, malheureusement, dans le taux de vaccination, entre autres en Belgique, entre la partie nord et la partie sud du pays, où le taux de vaccination est différent pour certaines maladies. C'est vrai pour l'HPV, entre autres, hein, le papillomavirus, on a des désastres de vaccination en Wallonie, et on a une vaccination extrêmement bien suivie en Flandre. On l'a pour la grippe aussi dans certains domaines, on l'a pour la rougeole, c'est moins désastreux, mais comme l'a dit Philippe, on est moins bien vacciné lors du deuxième vaccin qui est entre 10 et 12 ans en Belgique, en partie francophone qu'en partie néerlandophone. Et donc, globalement parlant, il y a une certaine tendance des peuples latins, la Roumanie, l'Italie, la France, la Belgique du Sud, la France, etc., à remettre en question des choses. C'est très beau, intellectuellement parlant, mais ça aboutit à certaines conséquences. On ne sait pas que ça manque de communication parce que l'État ne communique pas sur le Exact. C'est vrai, mais ça existe, si tu veux, des deux côtés aussi. Sur Internet passe tout et n'importe quoi. Hein, donc c'est une passoire. Internet est une passoire dans laquelle le filtre n'est pas un filtre au micron près, c'est un gros filtre de passettes de cuisine. Hein, donc il y a quasi tout qui passe, effectivement. Ça existe des deux côtés, ça passe encore plus sur le côté. Si on a l'habitude de dire tout et n'importe quoi au café du commerce, on dit tout et n'importe quoi sur Internet. Donc il y a peut-être, je ne suis pas certain, plus de désinformation sur les vaccins dans la partie francophone ou en région latine qu'en partie nordique. Je pense qu'il y en a des deux côtés. Il y a peut-être une perception différente de l'individu vis-à-vis de l'information qui lui fait peut-être un peu plus donner une barrière par rapport à cette désinformation internisante. Une question pour le monde industriel. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt dans le fait de produire des vaccins? Quel est l'intérêt pour un groupe industriel de vacciner la population alors qu'on pourrait, d'un point de vue économique, gagner plus d'argent? Ça, c'est un peu fort de café, ce que vous dites. Hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop votre manière d'orienter le débat. C'est comme si. Allez, je vais vous donner un autre exemple. Non, mais monsieur, on est là pour. C'est une table ronde. Hein. Je vais vous donner un autre exemple sur lesquels on pourrait peut-être être d'accord. Les banques. Il y a une époque on appelait les banksters. Bon. Les banques sont là pour faire de l'argent. C'est une société privée. Mais que ferait-on aujourd'hui sans cette institution bancaire qui est moteur de l'économie et de l'innovation? C'est impossible de concevoir aujourd'hui, vous pouvez le regretter, on ne peut pas être d'accord, que les banques, c'est tout ce qu'il faut pour être tricheur. On a eu, les derniers mois, de très beaux exemples de ce que c'est la triche. Ça, c'est ce que j'appelle une erreur éthique gravissime. Par contre, sans les banques, vous n'allez pas pouvoir acheter votre maison, votre appartement, votre voiture. Eux seront là pour vous donner une partie et redemander dans le temps une autre partie. Donc, je prends l'exemple de la banque, parce qu'on pourrait dire, comme on a tendance parfois, et je suis de ceux-là,
C'est quand même pas possible. Ces gens qui ramassent de l'argent font de l'argent, de plus en plus d'argent. Mais sans le système, tout tombe par terre. Alors je prends maintenant les vaccins. J'en ai fait partie pendant 35 ans. Là où je ne suis pas tout à fait votre raisonnement, c'est que vous pouvez croire, ou on vous fait croire, qu'une société pharmaceutique est là que pour faire de l'argent. Ça, c'est totalement faux, je peux vous dire, en ce qui concerne les vaccins, là où moi j'ai été actif, la position éthique est extrêmement importante dans toutes les décisions que nous prenons. Il est clair que quand on va prendre des positions pour la recherche et le développement, quels seront les outils qu'on va utiliser? Premier outil, c'est eux. C'est quelle est l'épidémiologie, quelles sont les données épidémiologiques et quel est le poids dans la société de X ou Y maladies. Et c'est sur base de cela qu'on va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il y a un intérêt sociétal de faire gaffe à cette maladie, oui ou non? Et là, on prend des décisions. On va prioriser. Je donne un exemple où on a plus ou moins raté le débat, malgré qu'on a des projets, c'est la tuberculose. Tuberculose, très bel exemple, mortalité gigantesque, et on ne parvient pas à se mettre d'accord pour se mettre tous ensemble pour trouver un vaccin. Donc, vous avez un point, mais ne pas dire d'emblée, les sociétés pharmaceutiques sont là pour faire que de l'argent. Je prends un autre exemple. Il y a un chanteur belge qui s'est un tout petit peu mal engagé avec la malaria. On a ici un directeur d'un centre de vaccination du voyage. Mesdames, messieurs, vous êtes pharmaciens. Le Lariam, vous connaissez? Ouais. Il y a des recommandations particulières. Comment il faut débuter un traitement au Lariam? Eh bien, apparemment, ça n'a pas bien marché pour ce garçon. Or, son portefeuille, tu peux être sûr, il est bien rempli de ce chanteur. Donc, il aurait pu certainement avoir un médicament, même, entre guillemets, dit moindre efficacité, en tout cas pas celui du CNS. Je regrette que, par exemple, dans une pharmacie de ville, il a probablement reçu son Lariam et le pharmacien n'a peut-être rien dit. On n'a pas fait le test que je crois, Yves, tu recommanderais pour quelqu'un qui, pour la première fois, prendrait ce genre de médicament. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, le Lariam Gate, le Lariam Financial Catastrophe pour faire de l'argent. C'est pas tout à fait vrai. Je trouve que c'est exagéré. Et donc, notre mandat avec Mme Fontaine et nos deux experts, méfiez-vous du tout et n'importe quoi. Monsieur Yves Van Latem vous l'a dit, soyez vigilants sur les sources d'information et ayez un sens critique qui est développé avec vos professeurs à l'UEP. Pour rebondir sur la question, la prendre autrement, il est clair, et Marc l'a un peu évoqué aussi, il est clair que l'industrie, qui est là pour faire des sous, comme tout le commerce en général, va aussi s'intéresser à des vaccins qui vont peut-être pouvoir leur apporter des choses. Donc c'est pas pour rien que certaines maladies comme Ebola ou autres, on a mis un certain temps avant d'essayer de faire des vaccins contre un machin qui arrivait dans les trous perdus au fin fond du monde. Et je le dis exprès, entre guillemets, on se comprend bien dans ce contexte-là. Donc il est clair qu'il y aura une propension à faire des vaccins pour des maladies qui sont fréquentes, qui touchent de larges zones du monde et qui donc ont une chance d'être vendues. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'investir des milliards pour un vaccin qui ne va intéresser que quelques personnes dans des endroits où éventuellement ils ne pourront pas le payer. Et donc ça, c'est le biais éventuel que l'on peut avoir dans la recherche sur les vaccins, c'est que malgré tout, le marché est quelque chose. Et donc il a fallu certaines circonstances comme Ebola qu'on a bien connu il y a peu d'années, dans lesquelles tout le monde a un peu frémi parce qu'il était un peu aux portes du monde et pas simplement au fin fond de la forêt africaine, pour débloquer des choses qui étaient un peu ronronnantes pendant de nombreuses années. Néanmoins, on voit des implications dans d'autres maladies, vaccination contre la malaria, justement, dont on sait bien que financièrement, elles ne sont pas ou peu rentables. Mais ce que vous dites, évidemment, a du sens. Les firmes sont là pour faire de l'argent en partie et donc vont choisir, on voit ça dans le milieu des antibiotiques par exemple, il y a moins d'implications parce que c'est très compliqué et ça rapporte moins d'argent que la virologie ou d'autres maladies cardiovasculaires. On a des questions du côté des maladies. Sur une notion que vous aviez citée précédemment, donc c'est par rapport à la couverture de 95% qu'il fallait respecter. Et donc, les personnes âgées doivent encore se faire
pourquoi est-ce qu'on donne un vaccin tétravalent? Donc on les protège contre d'autres maladies, pas juste le tétanos, et alors combien ça coûte? On ne donne pas vraiment de vaccin tétravalent, à ma connaissance, aux personnes âgées. Il va être trivalent en l'occurrence. Et donc, le tétanos, c'est pas le bon exemple, mais on va répondre à ta question. C'est pas le bon exemple parce qu'on se fout de la couverture. Comme je le disais là tantôt, c'est une protection individuelle. Donc, on vaccine, on protège celui qui est vacciné. Donc là, la couverture de 95%, ça n'a aucune importance en santé publique, simplement. Mais on va quand même répondre à la question. Donc pour l'instant, il n'existe pas un vaccin tétanos seul. Effectivement, c'est un tétanos diphtérie qui existait et n'existe plus, puisqu'il vient de disparaître. Et donc, il n'existe plus qu'un tétanos diphtérie polio, ou un tétanos diphtérie coqueluche, ou un tétanos diphtérie polio coqueluche. Je pense que je ne me trompe pas dans le choix que vous pouvez avoir. Non, c'est juste. Alors pourquoi? Mais parce que le marché, je vais dire comme ça, à ma connaissance, c'est la seule raison. Enfin, il y a deux raisons. Un, parce que quand on veut vacciner pour une maladie, si on peut vacciner pour un surcoût moindre pour une deuxième maladie comme la diphtérie, why not? Et deux, parce que le marché est tel qu'il n'y a plus de demande pour certains vaccins sur des larges marchés publics des États occidentaux, par exemple. Et donc, c'est comme ça, semble-t-il, je vais répondre indirectement, que comme les firmes ne font plus, et c'est les firmes qui font, on est bien d'accord, c'est les firmes qui font les vaccins, comme les firmes n'ont plus d'appel d'offres pour un tétanos diphtérie, elles disent, mais moi, pourquoi je vais produire tétanos diphtérie alors qu'on en écoule de quelques centaines de milliers de doses et qu'on demande 10 millions de doses de l'autre? Je ferme l'unité, c'est comme pour l'industrie, je ferme la ligne de voiture que personne ne demande et j'augmente ma production de SUV et je termine ma production de monospace dont plus personne ne veut. Ça, c'est effectivement quelque chose qui existe parce que la demande, pour des raisons soit réellement scientifiques, soit autres, n'existe plus sur le marché. D'abord, c'est la partie de réponse que je me donne, je ne sais pas si les autres ont autre chose par rapport à ça. Et donc là, le 95%, on s'en fout pour cette maladie-là. C'est pour les autres maladies. Moi, j'avais une question sur les adjuvants. Donc, les adjuvants, ils suscitent beaucoup de questions, et en particulier l'aluminium. Et il se dit, suite à plusieurs observations, que l'aluminium contenu dans les vaccins pourrait être à l'origine de la myofasciite à macrophage, qui serait une réaction inhabituelle à l'injection intramusculaire. Donc, il faut savoir que ce syndrome se compose de douleurs musculaires, articulaires, un épuisement chronique et des troubles cognitifs. Et donc, ma question, c'est que si la relation entre la pathologie et le vaccin est avérée, quels seront les impacts financiers, médicaux, mais surtout vis-à-vis de la relation entre le patient et le monde pharmaceutique? Et aussi une autre question, c'est quelles seraient les options pour remplacer l'aluminium? Alors, myofasciite à macrophage. C'est comme la sclérose en plaques et l'hépatite B en France. On voit ça que à Brest et dans cette région. Blague à part. Blague à part. C'est suffisamment sérieux, et votre question, merci de la poser, parce que je vais pouvoir répondre à quelque chose auquel j'ai déjà fait allusion. Vous avez probablement trouvé cette information de la myofasciite à macrophage via le net. Bravo, vous l'avez trouvé. Est-ce que vous avez fait la démarche pour aller voir, par exemple, sur des sites dont, je dirais, la réputation internationale n'est pas à mettre en cause? Par exemple, l'OMS, par exemple, le CDC, par exemple, la France. Eh bien, savez-vous qu'en France, ça a fait tellement de bruit par un personnage que la Haute Autorité de Santé publique a ordonné, parce qu'un parlementaire français avait demandé de limiter tous les vaccins qui contenaient de l'aluminium et de les éliminer du marché. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Très bien. Donc la France a dit, flûte, on devrait regarder ça de plus près. Et donc probablement, et c'est vrai, c'est pas facile à trouver cette information, en 2013, la Haute Autorité de Santé publique de la France a constitué un énorme panel d'experts, ont regardé le détail des débats de l'aluminium et ont publié un rapport. Les conclusions sont là. Et voilà. Et ce rapport est clôturé en 2013 et disponible. Quel est mon message? Bien sûr, madame ou mademoiselle, vous avez raison, il faut rester attentif
et les vaccins ont aussi des effets secondaires. Loin de moi de dire que des choses n'existent pas. Par contre, ce que vous devez absolument faire, et je répète ce que j'ai dit là tout à l'heure, que lorsque vous lisez quelque chose, et j'ai vu le site que vous m'avez fait parvenir par le professeur Fontaine avec beaucoup de petites images et beaucoup de petites caricatures, parfait. J'ai mis dans mon slide kit, que Mme Fontaine va vous donner, des sites de grande valeur. Quelle est ma plaidoirie aussi avec vous maintenant? C'est que lorsque vous avez des informations qui sont sérieuses et qui sont dangereuses, donnez-vous le temps et l'expertise d'aller voir sur des sites de qualité. Ne regardez pas YouTube, regardez si ça vous amuse, mais donnez la valeur à des décisions de santé publique qui sont de qualité. Ne vous laissez pas entraîner par du n'importe quoi et ce que je dirais, des conneries. Parce qu'il est dangereux de valider des conneries, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Italie. Les gens perdent confiance parce qu'on se dit, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie, mais on pourrait le faire. Qui s'est fait vacciner contre l'HPV ici? Les filles? Oh, waouh! Non, mais c'est pas vrai. Ah, ben voilà. Ben, ça, c'est de la responsabilité. C'est la VLB ici, c'est pas l'ULB. Bravo. Sur le même site, il y a la VLB. Alors, la myofasciite, c'est comme la sclérose en plaques, c'est comme des tas d'autres. Alors, attention, attention. Les adjuvants ont, entre guillemets, pour certains, eu mauvais stress. Mais n'oubliez pas que l'aluminium est un de ces adjuvants qu'on utilise depuis, vous avez une idée? Depuis quand on utilise ça? 90 ans, ils le savent tous. Ça fait 90 ans. Vous pensez bien que s'il y avait eu depuis 90 ans des histoires avec des effets secondaires graves, à ce moment-là, ça aurait été dans la presse validé. Et ce n'est pas le cas. C'est une étude chez un personnage qui a 13 cas ou 20 ou 53 cas en France. Mais pour dédouaner, madame, c'est vrai que ces papiers ont été publiés dans les journaux scientifiques. Oui, tout à fait. Ce n'est pas que YouTube, hein, on est bien Non, d'accord. C'est publié dans les journaux scientifiques, on est bien d'accord. Sclérose en plaques aussi. Donc, mais pour la sclérose en plaques, il y a eu des articles après qui ont démontré qu'il n'y avait pas de relation de causalité, en tout cas que ça pouvait survenir. Mais malheureusement, quand on répond à une affirmation comme ça, c'est pas tellement... On ne lit pas beaucoup les réponses, on lit plutôt l'article original. Et alors c'est très régional, hein, la sclérose en plaques et la vaccination de l'hépatite B, c'est surtout en France. En Angleterre, c'est plutôt autisme et le mercure, donc c'est très régional. Les craintes. je cherche la sclérose en plaques, elle est quelque part là. Elle est dans le slide. Ah voilà, La sclérose. Il y a des Français ici ou des Françaises? Je peux voir, s'il vous plaît? Je le savais, je le savais. Et vous êtes vacciné en plus? Non, c'est une blague, c'est bien sa place. Il existe, j'ai ça à la maison, un rapport, merci Yves, c'est capital. Il existe aux États-Unis, les États-Unis. Là, c'est toujours très très sérieux quand on débat sur les effets secondaires. Il y a les avocats, il y a de l'argent, etc. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'Institute of Medicine, IOM. C'est ça? C'est ça, Institute of Medicine. Ils ont travaillé pendant 3 ans pour collecter toutes les données imaginables sur tous les vaccins, sur les effets secondaires. Ça a été publié, c'est un document comme cela. Je suis triste, Yves et Philippe, qu'on ne parle pas assez de ce genre de document et que donc, merci de le mettre sur le... Et voilà des informations de qualité qui ont été faites par un comité, 3 pages entières, tout le comité, ça fait à peu près 150 personnes, qui se sont mis à table pour regarder tous les 550 pages. Fantastique ce document. Et donc, voilà, sclérose en plaques, c'est un épiphénomène français. Vous savez qui a lancé ça? Un anti-Kouchner. Un Kouchner. Un homme qui était pourtant de grande valeur. Et c'est lui qui a décidé d'arrêter toute la vaccination sur base de cette éventualité. Et c'est ça qui a fait toute la publicité. Bernard Kouchner, exactement. Justement, il y a une difficulté de trouver l'information et pourquoi on arrive à un moment où
où les gens se disent qu'ils préfèrent s'exposer à des maladies invalidantes et potentiellement mortelles, plutôt qu'en cas un risque plus faible de développer un effet secondaire dû à la vaccination. Pourquoi on en arrive là? C'est parce que je crois qu'on a perdu la mémoire de ce que sont réellement ces maladies-là. Si c'était les mêmes personnes qui vivaient dans les années 50, ils ne réagiraient pas de la même façon avec la polio, avec la rougeole, mais ils ont le sentiment que ces maladies ne sont pas très graves parce qu'ils les voient beaucoup moins. Mais comme on vient de l'évoquer, on a eu en Belgique, rien qu'en Belgique l'année passée, plusieurs centaines de cas. Plusieurs centaines de cas de rougeole, par exemple, dans le nord du pays. Et maintenant, en Wallonie, on a... Il y a eu des gens en soins intensifs en Belgique avec la rougeole, cette année-ci. Hein. Donc, mais la rougeole est un bel exemple. La rougeole est une maladie qui est tellement contagieuse. On dit qu'elle a un R0. R0, c'est purement le taux de transmission à partir d'un individu qui est de 16. Donc, un malade égale 16 malades autour par contagion. Donc, il y a quelques maladies qui font aussi bien, mais c'est difficile. Donc, ça veut dire que... Oui, le varicelle, entre autres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme il y a à peu près 110 000 naissances par an en Belgique, à peu près, à la grosse louche, chaque année, il y a 110 000 rougeoles si on ne vaccinait pas. La rougeole, 99 fois sur 100, c'est des petits boutons, l'enfant est grincheux, c'est chiant pour tout le monde parce qu'on ne sait pas aller travailler, on ne peut pas le mettre à la crèche, et puis c'est passé, c'est tout. Et ça fait des pertes simplement financières pour l'État, pour la famille, tout ce qu'on fait. Ne sais pas qui est pour l'enfant, mais il ne s'en souvient pas, il est petit d'habitude. Par contre, dans 1% des cas, à peu près, à la grosse louche de nouveau, elle est plus sévère, et une fois sur 1000 à peu près, elle est très sévère. Et dans une fraction de cela, on décède. Ça veut dire que sur 100 000 personnes, une fois sur 1000, ça n'en fera que 100 qui feront une touche rougeole très sévère, qui vont être éventuellement en soins intensifs, hospitalisés pendant un certain temps, et dans lequel un certain nombre va mourir. L'exemple de la Roumanie, 34 morts sur je ne sais pas combien de dizaines de milliers de cas. Donc on va avoir une mortalité qui sera diffuse sur le pays de quelques dizaines de personnes. Mais c'est diffus sur le pays, effectivement. Donc tout le monde n'a pas connu quelqu'un qui est mort de rougeole, même à notre époque. Moi, je n'ai pas connu, je ne me souviens pas, d'avoir entendu parler qu'il y avait un petit voisin qui est mort de rougeole. Mais ça a dû arriver avant qu'on vaccine, effectivement. Comme maintenant, on vaccine, pas assez, mais qu'on vaccine, les cas sont par petits paquets à gauche et à droite, et on ne s'en rend pas compte quand les paquets deviennent assez importants, comme en France et en Roumanie, ça donne 9 morts ou 34 morts. Et comme on ne sait plus tout ça, eh bien, on se dit que pourquoi vacciner pour des drôles pareils. S'il survient une épidémie de grippe très sévère, par exemple, dans les années qui viennent, les gens se feront vacciner tout à fait volontiers. Quand il y a une épidémie de méningite à méningocoque, que ce soit en Afrique ou ici, les gens se précipitent pour se faire vacciner, mais ils ont la perception, en partie réelle parce qu'on voit peu de cas, que la rougeole, la varicelle, la coqueluche, ce sont des maladies du 19e siècle et qui sont sous-estimées en termes de gravité, comme le dit Yves. Oui, la même chose, c'est quelqu'un qui demande une question là-bas, mais si c'est... Une fois, toi. On a parlé de HPV, donc moi ma question c'est, enfin j'ai vu qu'il fonctionnait que dans 54% des cas. Et donc du coup, pour moi on n'atteindra jamais la population vaccinale de 95%, donc à quoi ça sert de continuer à administrer ce vaccin? Grippe. Non, HPV. 54%, c'est faux. Non, that's a mistake. Mais maintenant je sais que ça fonctionne vraiment pas dans tous les cas. Alors, pas mal de gens qui sont là, je peux répondre. papillomavirus alors que... Madame Fontaine va vous répondre. Là, je peux vous répondre. En fait, donc, lorsque la personne est jeune, n'a pas encore eu de contact sexuel, le vaccin va être efficace à 100% contre les antigènes, donc contre les virus qui contiennent les antigènes qui sont dans le vaccin. Quels sont les antigènes qui sont dans le vaccin? Principalement les antigènes du papillomavirus de type 16 et de type 18, qui sont à peu près responsables de 70-80% des cancers du col de l'utérus. Maintenant, on s'est rendu compte que malgré que les antigènes sont du type 16 et du type 18, il y a aussi des réactions croisées. Donc il va y avoir une protection aussi vis-à-vis d'autres types d'HPV. Donc ça, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau. Et on arrive finalement à une protection d'à peu près 80%, 85% des cancers du col de l'utérus. Donc l'efficacité est très bonne. Mais pour obtenir cette efficacité, il faut être naïf quand on reçoit la vaccination. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été au contact avec le virus préalablement. On sait que la vaccination sera moins efficace chez une femme, comme par exemple de mon âge, qui a peut-être déjà été au contact ou qui est peut-être infectée avec le virus ou au moment où elle va être vaccinée. Il y a une espèce de tolérance qui se développe probablement
dans notre système immunitaire après une infection naturelle. Donc l'efficacité du vaccin ne sera plus la même. C'est pourquoi on demande aux personnes, donc dans les écoles par exemple, dans les écoles secondaires, à partir de 9 ans je crois, ou 9-10 ans, C'est ça. on demande aux jeunes filles si elles veulent bien être vaccinées contre le virus le papillomavirus. Donc je pense que pour une jeune, l'efficacité est vraiment importante en sachant que le risque du cancer de l'utérus, c'est quand même très important. C'est le premier cancer pour la femme, parfois même on parle de premier à deuxième cancer pour la femme dans le monde. C'est à l'époque, avant la vaccination contre le papillomavirus, on avait, je crois, 8500 conisations en Belgique, donc 3000 sur la région de Bruxelles. Donc, quand on sait le risque et l'anxiété que ça provoque chez les personnes chez qui on va faire une conisation, je pense que toutes les filles seront intéressées d'avoir une protection, ne jamais vivre cette anxiété dans leur vie, ou en tout cas de diminuer la probabilité d'avoir ce risque d'au moins 85%. N'oubliez pas le frottis, hein. Ça n'exclut pas le frottis, hein. Donc le vaccin est une chose, le frottis est autre chose, hein. Non, mais les hommes ne regardez pas trop, hein, c'est pour les filles que je parle. Donc n'oubliez pas le frottis, hein. Donc pour compléter ce que Mme Fontaine vient de dire, effectivement, c'est ça, c'est que le vaccin est plus que 54%. Simplement, il y a toute une partie des HPV qui sont peu ou pas pathogènes. Et donc, on peut être infecté par un HPV gentil ou qui est d'habitude gentil. Et contre ceux-là, on n'a pas de protection, mais c'est moins évidemment nécessaire que contre les méchants. Le grand méchant, c'est le 16. Parce que le 16 attaque non seulement cette dame, mais pour que les messieurs soient un peu intéressés aussi, il nous attaque aussi. Mais d'un autre côté, alors vous me direz, c'est peut-être l'évolution des mœurs, je ne vous ferai pas un petit dessin, mais c'est tout ce qui est oropharyngé. Hein? Donc il y a effectivement, dans les multiples explications de l'augmentation des cancers oropharyngés, tant chez l'homme que chez la femme d'ailleurs, durant la dernière décennie, non seulement le tabac, non seulement l'alcool, mais ça a toujours existé, mais le fait qu'on a maintenant clairement montré que la majorité, pas tous, la majorité des cancers oropharyngés étaient liés à l'HPV-16. En tout cas, qu'il y avait l'HPV-16 qui était présent. C'est la première démarche qu'on a eue à l'époque du col, c'est de se rendre compte que l'HPV 16 et 18, les deux majeurs, étaient présents. Et puis on a pu démontrer physiopathologiquement la manière dont la transformation maligne se passait. On a maintenant de l'HPV 16 dans, de mémoire, 60 ou 70% des cancers de l'amygdale, du palais, de l'œsophage, etc. De nouveau, il y a plein d'autres choses, tabac, alcool, etc., aliments fumés, poissons fumés et autres au Japon, entre autres, qui jouent un rôle. Donc, cet HPV nous concerne tous, et pas seulement au niveau génital, mais probablement dans d'autres parties de notre individu. Et c'est une des multiples raisons pour lesquelles on recommande maintenant l'HPV chez l'homme aussi. Un, parce que quand on fait des câlins, on les fait à deux d'habitude. Donc si un le passe à l'autre, ben, autant protéger, dans les deux sens. Hein. Je veux dire que la dame le passe au monsieur ou le monsieur à la dame, autant éviter le portage du monsieur pour qu'il ne le passe pas à la madame si elle n'est pas vaccinée. Et d'autre part, parce qu'il y a d'autres sites où on n'a pas encore de preuves que le vaccin protège, mais on commence à avoir des données épidémiologiques dans des pays qui vaccinent depuis longtemps, comme l'Australie, qui montrent une diminution des cancers oropharyngés. C'est encore très flou pour l'instant, des cancers oropharyngés dans la population féminine vaccinée, parce que là, les hommes ne sont pas forcément vaccinés. Et donc, c'est quelque chose qui mettra plus de temps, parce que le cancer oropharyngé, on ne le fait pas à 30-35 ans d'habitude. On le fait plus tard. Donc, c'est des données qui sont en train d'apparaître, mais le trend va dans ce sens-là, puisque le 16 fait partie de tous les vaccins depuis le début de la vaccination anti-HPV. La question, c'est le vaccin contre la grippe. On sait chaque année qu'il faut ajuster la composition du vaccin contre la grippe en raison des phénomènes de variation génétique qui affectent les protéines de surface, qui sont l'hémagglutine et la neuraminidase. Donc ma question, c'est pourquoi n'utilise-t-on pas, par exemple, les protéines de matrice qui, elles, sont stables, et pourrait-on envisager ce vaccin universel qui peut remplacer tous les autres? Bien joué. Tout à fait. Donc, en pratique, comme tu dis très bien, on base actuellement le vaccin contre la grippe contre un antigène qui est l'hémagglutinine, qui est la clé d'entrée du virus de la grippe dans l'arbre respiratoire. Il a une clé d'entrée qui est l'hémagglutinine, il a une clé de sortie qui est la neuraminidase. Et donc, la clé d'entrée, c'est logique, puisqu'on a envie que le voleur n'entre pas dans la maison. C'est là qu'il fait le plus de dégâts, même si on l'arrête après.
et qu'on le coffre avant qu'il ne sorte de la maison. Donc la base, c'est cette hémagglutinine. Et cette hémagglutinine, c'est quoi? C'est un machin qui sort de l'espèce de praline qu'est le virus de la grippe. Et ce machin qui sort, il a des décorations différentes, comme la Golf de l'année, qui a des rétroviseurs différents, une antenne différente, un pare-choc différent. Et chaque année, il change un petit peu, faisant que finalement, le policier qui est notre immunité ne reconnaît pas à la photo exactement ce qui est dans sa mémoire. Le pare-choc n'est pas le même, l'insigne est différent, etc. Et donc notre immunité, à cause de ça, a besoin d'être stimulée par la nouvelle photo du virus de l'année. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Mais c'est qu'on va avoir dans la base de données, et pas la Golf, j'ai rien contre la Golf spécialement, on est bien d'accord. On n'est pas simplement une photo avec tous les accessoires, mais qu'on est le prototype de la forme de la Golf. Ça, on reconnaît le virus globalement, et pas en fonction de certains d'accessoires qui changent. Et donc c'est soit de reconnaître cette hémagglutinine dans sa partie proximale et pas distale, qui est beaucoup plus stable que la partie distale. C'est un des vaccins qui sont en train d'être testés actuellement, entre autres après les travaux qui ont été publiés aux États-Unis dans Science, montrant qu'effectivement on a une beaucoup plus grande stabilité de cette partie-là, soit de partir sur les protéines de matrice, il y a M1, M2 essentiellement, c'est M2 de mémoire qui est celle qui a été la plus considérée, qui font partie de la structure même de la praline virale, et pas des machins qui sortent du virus. Et ça a posé des problèmes. Les premiers travaux là-dessus ont été faits en Belgique, que je sache, à Gand, entre autres, par notre ami Chose Rouls, donc oui, c'est l'équipe en question, qui effectivement était partie sur cette piste. Je sais qu'un des problèmes qu'on a évoqués, c'est effectivement des réactions croisées, antigéniques, entre cet antigène et autre chose. Mais donc, il est clair que, vous avez raison, on voudrait avoir un antigène plus stable qui permette à notre immunité de chasser globalement le virus contre la grippe, sauf mutation extrêmement majeure. Or, cette protéine ne mute pratiquement pas. L'hémagglutinine à la base mute extrêmement peu. C'est deux des structures sur lesquelles les nouveaux vaccins sont en train de naître. Ils ont été testés chez l'animal, à ma connaissance, tous les deux. Je m'avance un tout petit peu avec succès. Et donc, on est en train de commencer, que je sache, les phases 2 pour ce type de vaccin actuellement. Donc on peut espérer, si tout marche bien, que ça ne se plante pas, qu'au cours des années qui viennent, on puisse avoir un vaccin qui ne soit peut-être pas donné à vie, mais soit donné tous les quelques années, d'une part, et d'autre part, nous prévienne mieux contre les mutations en cours de route du virus qui, venant du sud, ou a eu l'hiver quelques mois avant, y arrivant chez nous, en cours de route, dans sa longue route vers chez nous, est muté. Ce virus mute sans arrêt. C'est un virus qui est mal foutu, si on peut dire, puisqu'il a un taux d'erreur extrêmement important dans ses mutations. À peu près une base tous les 10 000 mutes lors de multiplication du virus. C'est un virus à ARN. Et donc, ce type de virus-là a beaucoup plus de mutations lors de sa multiplication que le virus à ADN. Et donc, il est inévitable qu'on ait toujours un virus un peu différent au bout de quelques semaines, quelques mois dans la population. Des différences qui peuvent être sans aucun impact et d'autres qui peuvent avoir un impact. Ça donne toute la difficulté de prévenir. Que ce nouveau vaccin serait plus longtemps efficace que les vaccins. Alors ça, c'est l'autre question. Comme tu as raison, c'est que, il puisse couvrir mieux, mais il faudrait effectivement qu'il induise une immunité perdurante au cours du temps, ce qui reste encore à démontrer. Pour l'instant, les gens ne se mouillent pas plus de dire qu'on espère que ça tienne 2-3 ans. Mais quitte à redonner le même vaccin, ce qui serait plus facile, parce que ça permettrait de produire du vaccin en plus grande quantité. Ça permettrait chaque année de ne pas relancer des centaines de millions de poules à pondre des centaines de millions d'œufs. On s'en fout pour les poules, va-t-on dire. Enfin bon, et devoir chaque fois resynthétiser quelque chose d'autre. On pourrait produire des batchs de vaccins, comme on le fait pour la rougeole ou autre chose, qui soient les mêmes pendant des années, quitte à changer s'il le faut à un moment, si la dérive était apparaissait. Yves, moi je peux te poser une question? Vas-y. Il aime bien ça. Mais non, mais c'est une question qui m'intéresse parce que la couverture vaccinale grippe, c'est un sujet difficile. Hein? La grippe, c'est pas facile. Et Philippe, toi aussi, on a aux États-Unis un vaccin nasal pour les enfants, hein? en goutte nasale. Il y a eu une énorme polémique sur ce vaccin grippe pour les enfants. C'est intéressant parce que c'est les enfants qui transmettent évidemment aussi la maladie. Et donc, je voudrais avoir... Parce que si c'est un développement pharmaceutique intéressant, nasal, c'est pas la piqûre, le petit bonhomme ou la petite fille ne ressentira rien, c'est des gouttes. Mais il y a eu des polémiques sur l'efficacité de ce vaccin. Tu pourrais donner quelques explications à ce sujet? Je vais essayer de me limiter en 2 minutes. Donc, comme il vous parle, c'est un vaccin qui est vivant atténué.
Donc c'est un vaccin qui est capable de éventuellement se multiplier si les circonstances étaient mauvaises. C'est un vaccin qui est bloqué sur un range de température extrêmement précis. Et vous savez tous qu'on a tous le nez froid, comme on dit. Bien, c'est vrai, le nez est plus froid. Il y a aussi les mamelons qui sont plus froids et quelque chose qui est plus bas qui est plus froid. Mais donc le vaccin, en l'occurrence, on ne le donne pas au niveau du mamelon plus bas, mais on peut le donner dans le nez et mettre un virus qui soit acclimaté à la température moyenne de notre nez et incapable normalement de se multiplier lorsqu'il descend, parce que si vous mettez des gouttes dans le nez, ça peut tomber dans le poumon aussi, on est tous d'accord, incapable de se multiplier à la température de notre corps. Et donc ce vaccin vivant atténué a été développé avec la notion, il se développe dans le nez. Notre nez est plein d'endroits dans lesquels on a des récepteurs aux antigènes extérieurs, parce que c'est quand même une des portes d'entrée majeures. On stimule ainsi l'immunité. Cette immunité va être stimulée au niveau de l'entrée du virus. La plupart du temps, il entre par le nez et va se généraliser aussi à l'entièreté de l'organisme. Donc conceptuellement, c'est super. Et comme le dit Marc, mettre 2 gouttes dans le nez à un enfant, c'est vachement plus pratique que de le bloquer pendant qu'il pleure pour lui planter une aiguille dans l'épaule. Là, on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est beaucoup plus... On prend votre histoire dans un instant. C'est beaucoup plus adéquat par rapport à ça. Ce vaccin a eu un succès extraordinaire par sa facilité et par des études bien faites il y a quelques années, avant 2009, montrant aux États-Unis qu'il bloquait bien la grippe chez l'enfant. Et comme l'a dit Marc aussi, la grippe chez l'enfant, c'est éventuellement la grippe chez les grands-parents. J'ai l'habitude de dire que les enfants préparent l'héritage de leurs parents. Parce qu'ils tuent grand-papa et grand-maman, comme ça papa et maman héritent de grand-papa et grand-maman grâce à la grippe de l'enfant. L'enfant, il n'est pas malade, quand papa il meurt, papa est content. Enfin, après. Donc, aux États-Unis, bien sûr, pas chez nous, parce que nous sommes tous bons. Et donc, ça, c'est ce qui se passait. Et puis, il y a eu le problème de 2009, où le virus H1N1, qui est un des virus prépondérants, a été remplacé par un autre H1N1, avec toute la polémique qu'on a pu discuter à l'époque. Et depuis lors, les études qui ont été faites de surveillance concernant les gens vaccinés n'ont plus montré aussi régulièrement, et certains cas pas du tout, que ce vaccin était protecteur. Il y a donc eu des tas de discussions là-dessus. Pourquoi ce vaccin qui était extraordinaire avant n'est plus qu'à peu près n'importe quoi maintenant, entre autres des problèmes de chaîne du froid et autres. Peut-être pas entrer dans le détail, sauf si vous le demandez, mais c'est beaucoup plus précis à ce moment-là. Et donc ce vaccin est passé du paradis à l'enfer en 2 années. Il a été le vaccin recommandé par les Américains pour la vaccination de tous les enfants, et même éventuellement pour les adultes, au-dessus des autres vaccins, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Avant, tous les vaccins grippe étaient mis sur le même plan, et l'année suivante, il a été dit, ce vaccin ne doit plus être employé. On s'est vraiment passé du paradis à l'enfer, hein. C'est Jérôme Bosch en mieux. Donc, en pratique, c'est toute la polémique est à ce sujet-là. Est-ce que ce vaccin, actuellement tel qu'il est fait par l'industrie, enfin par l'industrie, c'est l'industrie, c'est pas l'industrie, mais tel qu'il est fait, protège encore pour qu'on puisse le recommander? Et donc une firme l'avait introduit en Belgique il y a 2-3 ans, et puis l'a retiré parce que, comme il n'y avait pas de recommandation et que de l'autre côté, dans le dos, aux États-Unis, on disait surtout ne l'employez pas, ben, il n'y avait aucune chance qu'il soit employé. Donc là, toute la polémique, la problématique, c'est l'adéquation de la formulation actuelle de ce vaccin pour donner une bonne protection. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à votre question. Et en attendant, la recommandation était de ne pas l'utiliser aux États-Unis. Voilà. Tout à fait. Sur l'analyse de 2 saisons de grippe. Non, il faut discuter ça très très longuement et ça prendrait beaucoup de temps. Oui, vous avez une question. Je pense comme toi qu'elle paye le prix de plusieurs choses. Un, le fait que l'industrie a aidé, si pas promu, le fait de cacher un certain nombre de toxicités au niveau des médicaments, avec des complicités, tout ce qu'on voudra, on est bien d'accord là-dessus. Il y a des fois où c'était la faute à pas de chance, il y a des fois où il y a eu de réelles collusions, on est tout à fait d'accord, et tu en as cité quelques-uns. Et donc le vaccin paye ce prix-là. 2, le fait qu'on a trop longtemps dit que le vaccin n'avait aucun effet secondaire et que c'était la panacée miracle. Le vaccin reste un médicament. Il y a un prix à payer à tout. J'ai aussi l'habitude de dire que les ceintures de sécurité sont obligatoires en Belgique, qu'on les mette ou qu'on ne les mette pas. Ça permet d'éviter beaucoup de morts. Il y a quelques personnes par an qui grillent dans leur voiture à cause de leur ceinture de sécurité. Parce qu'elles ont eu la chance, on peut dire, de ne pas passer à travers le pare-brise, mais ils ont eu la malchance de rester bloquées pendant que la voiture flambait à l'intérieur.
Est-ce que c'est pour ça que la ceinture de sécurité n'est pas utile? Non. Globalement, la ceinture de sécurité sauve beaucoup plus de vies qu'elle n'en coûte, mais elle en coûte un certain nombre. Voilà. Et on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire. L'exemple vaut ce qu'il vaut, mais vous donne la notion que rien dans tout notre comportement n'est exempt d'inconvénients à côté des bénéfices que l'on peut en avoir. Et on a trop longtemps nié le fait que le vaccin peut avoir des inconvénients éventuellement sérieux. Tout est dans la balance bénéfice-risque pour soi-même et pour la société. Et c'est ça la difficulté pour l'instant. On est de plus en plus dans le fait qu'on ne connaît plus ces maladies et le voisin, finalement, on s'en fout un petit peu. Sauf qu'on ne connaît pas le voisin, il habite dans une autre porte sur le palier d'un autre appartement. Et donc cette notion du fait que je me protège pour moi et pour les autres vis-à-vis de maladies que je ne connais plus tellement bien, alors que finalement l'industrie, c'est un tas de machins qui veulent me vendre des choses qui sont mauvais, ben oui, on paye effectivement ce tribut-là à ce moment-là. Vous ne pensez pas aussi que le mélange des genres chez les politiques qui ont des intérêts dans des entreprises privées, pas forcément pharmaceutiques, mais sur d'autres choses, et au bout d'un certain moment, on se rend compte que leurs décisions politiques étaient motivées non pas par le bien du plus grand nombre, mais par leur Ah oui, c'est tout à fait. Ça nuit aussi beaucoup à la confiance que les gens portent à leur représentation. C'est l'immense problème des conflits d'intérêts, et les conflits d'intérêts doivent être gérés. Le conflit d'intérêts à différents degrés, il est à peu près impossible de n'avoir aucun risque d'avoir un intérêt si on connaît quelque chose dans le domaine en question, parce que sans ça, ça veut dire qu'on ne connaît rien, donc on n'a pas de conflit d'intérêt potentiel. Je ne connais rien, moi, aux ascenseurs, par exemple, donc je pourrais donner mon avis sur le meilleur ascenseur. Donc je ne connais rien, il n'y a aucun problème. Je ne connais aucune firme qui me donne des sous. Je connais des trucs dans le domaine du vaccin. Inévitablement, je connais des gens dans le domaine des firmes pharmaceutiques. C'est à peu près inévitable. Donc il faut gérer cette difficulté entre la pédale d'accélérateur et la pédale de frein, un peu comme dans notre immunité, entre différents types de lymphocytes, etc. Et ça, c'est toute la déclaration des conflits d'intérêts qui maintenant est totalement obligatoire dans des structures scientifiques. Chez notre politique, je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais dans les structures scientifiques. Et entre autres, au niveau du Conseil supérieur de la santé, il y a une déclaration de conflit d'intérêts globale qui se fait et une déclaration de conflit d'intérêts qui se fait pour chacun des avis. Après ça, on n'est pas derrière la personne. On ne peut pas vérifier si elle a un compte à Andorre ou autre chose. On est bien d'accord. On a des limitations qui sont ce que la personne veut bien dire. Après ça, on n'a aucun pouvoir policier pour aller vérifier qu'elle ne touche pas en stummelings, comme on dit à Bruxelles, des sous. Vous ne pensez pas que la moitié du problème, c'est le corrompu, mais l'autre moitié, c'est le corrupteur aussi? Si. Mais ça, tu arrives à la notion que, de l'autre côté, mardi, les firmes le font pour aussi la science et pas seulement pour gagner des sous, mais au niveau des firmes, comme au niveau des hommes politiques, comme au niveau des scientifiques, il y en a qui ont envie d'avoir des sous, on est bien d'accord. Donc tu peux avoir une corruption partout, dans toutes les structures. Idem pour les ascenseurs qui seraient de mauvaise qualité pour équiper certains buildings sociaux. Moi, des ascenseurs, bon, chose. Mais voilà. Si, mais ça, c'est malheureusement le fait que nous sommes des êtres humains. Moi, je devais signer des documents. Je pouvais être mis à la porte en 24 heures sur base d'une activité qui était jugée non éthique. Et nous avions un jour complet, un cours complet de ce qui était autorisé et pas autorisé. Je peux vous dire qu'en 20 ans de temps, entre ce que je faisais il y a 20 ans et ce que je faisais il y a 2 ans, il y a un monde de différence. Avec l'épée de Damoclès, c'est que si jamais tu faisais ça et que ce n'était pas autorisé, tu étais viré pour, entre guillemets, dite faute grave. Donc le concept, et j'aime bien votre discours, le concept de l'éthique et de la valeur de l'individu dans ses capacités et ses qualités doivent être contrôlés. Et attention, les Paradise Papers. Parce que c'est ça le conflit d'intérêts. C'est de l'argent et ça pue. Et donc, attention, ne vous mêlez pas des choses et ne mettez pas de la pression, par exemple, sur des gens qui, entre guillemets, partagent le magot. Donc, l'éthique est devenue aujourd'hui, et aux États-Unis, c'est encore pire. Tu vas voir quelqu'un, tu as une conversation, tu donnes un bic, craque tes dents. Il y a des États, tu ne peux même pas donner un bic. Donc, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et c'est pour ça que je regrette Mediator, Anzovor, où c'était vraiment, et c'est d'antan, je crois que c'est en train de disparaître ces conflits d'intérêts. Comme le dit très bien Philippe et Yves, eux, ils doivent signer un document et le canard enchaîné est derrière. Ah ça, tu peux être sûr. Il tombe dessus, il est mort.
Ah oui. C'était le pan chez nous, mais ça Pan, n'intéresse oui. pas. Ah oui, au pan, oui. Enchaîné, c'est très français, là, oui. J'aimerais maintenant évoquer avec vous, si vous le permettez, une question d'actualité. Donc, c'est à propos d'un nouveau vaccin en cours de développement dont on entend parler. Je veux parler ici du vaccin contre le streptocoque du groupe A. On sait que cette bactérie elle tue encore 500 000 personnes, plus de 500 000 chaque année. Et donc, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et j'ai vu qu'une équipe de l'ULB travaillait sur ce sujet. Et alors, ma question, c'est faut-il miser beaucoup d'espoir sur ce vaccin? Donc, vous avez raison de soulever cette question d'un nouveau vaccin pour une maladie effectivement grave à laquelle on ne pense pas toujours. Un streptocoque du groupe A, pour nous en Belgique, c'est quoi? C'est des infections de la peau, c'est des angines à streptocoque, des choses qui ne sont pas très graves. Mais dans d'autres pays, dans les pays du Sud, le streptocoque du groupe A est encore une cause importante d'atteinte rénale, mais surtout, comme vous le savez, de rhumatisme articulaire aigu, qui est associé à une morbidité très lourde et une mortalité également importante, notamment chez les enfants en âge scolaire ou les jeunes adultes. Et donc, de nouveau, ce sera un vaccin, on peut le comparer un petit peu comme le vaccin contre le paludisme, contre la malaria, qui sera plutôt destiné aux pays du Sud qu'aux pays du Nord. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler avec un des concepteurs du vaccin, qui est Pierre Smesters, qui est mon successeur à l'hôpital des enfants. Et donc, lui il a travaillé plusieurs années en Australie, entre autres, sur cette question-là, un vaccin contre... Le problème du streptocoque du groupe A, c'est qu'il en existe plusieurs sérologiquement, génétiquement différents. Et donc, il est en train de travailler sur un vaccin, effectivement, dont le but serait de protéger plus les maladies immunitaires suite à l'infection à streptocoque du groupe A que l'infection aiguë elle-même. Donc, mais on est encore loin de la commercialisation actuellement, c'est encore très expérimental. Si je peux rebondir sur votre question, parce que quand on dit A, n'oublions pas B, comme dirait l'autre, et le streptocoque du groupe B est tout à fait important chez nous, comme dans les pays en voie de développement, c'est le streptocoque agalaxié, celui que la femme peut porter au niveau vaginal, qui n'est pas très gênant pour elle, c'est pas tout à fait vrai, qui est très gênant pour l'enfant qui va naître. Donc c'est chez la femme enceinte. Donc là, oui, ben voilà, le streptocoque du groupe B, effectivement. On tombe sur la femme enceinte quand on discutait des vaccins femmes enceintes. Ça, c'est peut-être quelque chose pour le futur. C'est effectivement ce streptocoque du groupe B donne des centaines de milliers de morts chaque année aussi, chez des enfants qui font des sepsis ou des méningites à streptocoque du groupe B dans les premières semaines de vie. Et à nouveau, c'est essentiellement dans les pays en voie de développement, parce que chez nous, on fait un frottis, pour ceux qui n'ont pas encore été enceintes, qui est peut-être la majorité ici, on fait un frottis à la fin de la grossesse. Si vous êtes porteur de streptocoque du groupe B, on vous donne un antibiotique qui l'élimine, et quand bébé il passe à travers pour sortir, il ne rencontre pas le streptocoque. Ça ne se fait pas au fin fond du Burkina Faso ou au fin fond de la Bolivie. Et donc, il y a comme ça des centaines de milliers d'enfants qui, dans les semaines qui suivent, font des problèmes. Et le streptocoque du groupe B est aussi un des prochains vaccins, entre autres, que l'OMS supporte de manière à améliorer la santé dans les pays du Sud, comme tu cites, parce qu'effectivement, là, c'est un problème vraiment dans la période de la naissance de l'enfant, et ça jouera probablement un rôle dans la vaccination de la femme enceinte. J'avais tout à fait oublié là tantôt, mais ce n'est pas avant de nombreuses années. Ce n'est pas dans 1 an ou 2, mais on espère que c'est dans moins de 5 à 10 ans. Pas obligatoire, recommandé. Pas obligatoire, mais ce sera un point de santé publique important pour la santé des enfants naissant, surtout dans les pays en voie de développement. Là, on ne peut pas faire de dépistage, on n'a pas les moyens, ce serait une bonne alternative. Personne ne sait faire les cultures, de tout ça, etc. Donc ça ne se passe pas, en l'occurrence. Et alors, deuxième question, quelles sont les perspectives futures concernant la vaccinologie? La vaccination est-elle une solution durable pour les générations futures? Je pense que vous y avez déjà répondu, en long et en large. Et alors, y a-t-il des risques de développer des résistances aux vaccins? Et enfin, est-ce qu'il y a des nouveaux vaccins innovateurs en cours de développement? Je veux notamment parler des vaccins thérapeutiques et pas préventifs. Oui, ben, si vous voulez parler de l'avenir, ben, il y en a deux qui sont assez proches. Il y a le zoster, herpès zoster, donc le zona, donc c'est la conséquence de ce que vous avez eu, la varicelle, quand vous étiez enfant. Quand vous avez une immunité décroissante, par exemple à cause de l'âge, pas nécessairement, mais c'est souvent comme cela, le virus se réveille et cause une autre pathologie que dans la petite enfance, c'est le zona. Donc on vient de développer, par l'industrie pharmaceutique, un vaccin contre le zona. Et aux États-Unis, on a gagné. Les 12 experts qui ont été nommés par le Food and Drug Administration ont donné leur avis, et je crois qu'en Belgique,
et en Europe, il va bientôt être soumis aux autorités européennes de santé. La malaria, on en a parlé, c'est aussi un vaccin qui est dans ses phases terminales. Intérêt, je suis content que vous parlez, parce qu'il n'y a pas que la France, l'Italie, la Belgique, il y a toute l'autre partie du monde où les pathologies sont très différentes. Médecine du voyage, nous avons ici un directeur d'un centre de médecine du voyage. Dans votre métier, vous allez être en contact avec des questions de patients qui vont voyager. Qu'est-ce que je dois prendre, monsieur et madame le pharmacien? Bien, vous avez un institut en Belgique, itg.be, avec des conseils très pratiques et très précis. Alors, pour les vaccins encore plus lointains à venir, alors, on en a parlé, RSV, compliqué, on rate un peu le débat. Plusieurs entreprises sont sur l'idée de faire le vaccin, de fabriquer un RSV. C'est un peu raté. On doit recommencer à the blackboard. Donc, nous, à GGSK, on a lancé, ça fait 3 ans qu'on est sur le coup, ça n'a pas donné. Donc, on recommence à zéro. Donc, RSV, la petite enfance. Virus respiratoire. Oui. C'est la cause principale de Ah, bronchiolite CMV. dans le monde. Oui. Merci, CMV. Donc, alors, thérapeutic vaccines. Ça, c'est un peu le malheur de ce que nous avons fait pendant 10 ans. Donc, de par les adjuvants, et donc la stimulation dans un certain sens de notre arsenal immunitaire, nous nous sommes dit, est-ce qu'on pourrait stimuler le système immunitaire cellulaire et ou anticorps pour pouvoir cibler une augmentation de la réponse immunitaire dans certains cancers, le mélanome et le small cell lung cancer. On a cru qu'on avait un cocktail d'adjuvants qui ont été développés chez nous. On a pris des patients, on a fait les grandes études randomisées pour voir si la survie, si la fonte de la tumeur était mesurable, oui ou non. On a typé les tumeurs, on a typé les données qu'on avait. Mauvaise nouvelle. Là, c'était la faillite à la banque. C'est que ce qu'on avait comme idée avec le cocktail d'adjuvants et les 2 pathologies cancérigènes qu'on a utilisées avec un vaccin, c'est raté. On a retiré l'affaire et on a arrêté le projet puisque ça ne donnait absolument pas de résultats thérapeutiques précis. Oui, madame. Oui, je voudrais intervenir pour vous faire réfléchir en fait sur les mécanismes de protection des vaccins. Donc la plupart des vaccins qu'on utilise pour l'instant reposent sur une protection qui va être donnée par quoi, vous le savez sans doute. C'est le silence. Bravo. Qu'est-ce qui nous protège? C'est quoi? Qu'est-ce que vous La générez? production d'anticorps, je l'ai entendu. Hein. Donc c'est la réponse qu'on appelle de type, pour ceux qui viennent de le réapprendre en BA3, c'est la réponse TH2. Quand on veut détruire une cellule parce qu'elle est tumorale, on n'a plus besoin des anticorps. On est face à une cellule qui est modifiée, qui est anormale. L'anticorps ne va plus être une arme suffisante, on va dire. On veut activer plutôt le système quoi? TH1. Oui. Yeah. C'est quoi les TH1? Oui. Voilà. Et les cellules natural killer notamment, donc toute la réponse cytotoxique de notre système immunitaire. Et donc nos adjuvants ont plutôt été développés pour avoir une bonne réponse TH2, induire une réponse TH2, et on n'a pas encore l'expertise pour activer la réponse suffisamment pour activer la réponse TH1. C'est en développement, mais on n'y est pas encore. Voilà. Pour continuer la réponse à la question, le problème de la résistance. Ah ouais. Dans le domaine viral, il y a très peu de résistance. Le niveau de résistance est douteux et pas de manière claire induite par la vaccination. Dans le domaine bactérien, on a des échappements. Et effectivement, c'est le cas du pneumocoque. Le vaccin contre le pneumocoque vaccine contre un cocktail qui est de 10 ou de 13 pour l'enfant, qui est de 13 pour l'adulte. Et avec la vaccination, on voit une diminution des infections invasives tant chez l'enfant que chez l'adulte, mais on voit un remplacement progressif par d'autres souches. Il y a plus de 90 souches différentes de pneumocoque.
on voit d'autres souches qui apparaissent. Pas toutes avec le même degré d'invasivité, mais malgré tout avec un certain degré d'invasivité. Donc dans certains pathogènes, il y a une course, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé le bon antigène commun. On revient à une question qui regroupe la grippe. On attaque chez le pneumocoque des morceaux extérieurs. Si on avait quelque chose de plus commun, une protéine entre autres, c'est la base probable des futurs vaccins contre le pneumocoque, peut-être qu'on aurait quelque chose qui couvrirait mieux le pneumocoque globalement parlant. Donc il y a des résistances, pas des résistances au vaccin, mais des échappements par l'apparition d'autres souches qui peuvent exister dans certains types de pathologies pour lesquelles existent des vaccins. C'est typiquement le cas du pneumocoque. Pour l'HPV, ce n'est pas la même chose, parce qu'on a discuté de l'HPV là tantôt. L'HPV, il est pathogène, il n'est pas pathogène, et il y a des alvéoles, si on peut dire, mais on n'a pas eu de remplacement des pathogènes par des non-pathogènes qui deviendraient pathogènes. Parce qu'effectivement, s'il y a des petits virus qui sont là à la place des autres et qui ne font rien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, pour le pneumocoque, là, ceux qui ont remplacé ont un certain impact. Donc, il faut jouer là-dessus aussi, tant qu'on n'a pas couvert tous les méchants et ou qu'on n'a pas trouvé un antigène commun qui couvre l'entièreté. Je voulais juste glisser un mot avant, donc Camille, je ne sais pas quand, c'est que si vous êtes convaincu, et on espère que vous êtes en partie au moins convaincu, je dis comme ça, de la vaccination, songez au fait que le pharmacien joue un rôle fondamental. Il joue un rôle fondamental à plusieurs points de vue, puisque vous serez pharmacien. C'est que bien sûr, dans les études qui ont été faites en demandant pour la grippe, entre autres, aux gens ce qui les motivait le plus à être vaccinés, il y a bien sûr leur médecin traitant. Ça va de soi, puisque c'est la référence classique jusqu'à présent du patient potentiel. Il y a aussi l'entourage. Si maman dit quelque chose ou si la fille dit quelque chose à maman, ça a un impact, parce qu'il y a un impact affectif qui existe. Et le troisième, pas tellement loin de celui-là, c'est le pharmacien. Et c'est le pharmacien qui jouera, c'est dans une des diapositives que j'ai dans le kit que vous aurez. Le pharmacien jouera, vous le savez, un rôle de plus en plus important, puisqu'il y a maintenant ces pharmaciens de référence, et que le pharmacien pourrait jouer aussi un rôle, et moi je ne suis pas du tout opposé, dans certains types de vaccination. Vous savez que dans certains pays, comme la France entre autres, il y a des tests qui sont en cours pour la vaccination grippe de certains types de patients, pas de tout le monde, par les pharmaciens, que dans certains pays c'est largement répandu, c'est le cas aux États-Unis entre autres, et que c'est parmi les mesures qui permettent d'avoir une meilleure couverture vaccinale. Donc je pense que vous avez des éléments importants. Un, en donnant des conseils. Deux, peut-être en vaccinant. Et trois, comme on dit là tantôt, en étant vacciné. Parce qu'effectivement, vous êtes en contact avec un public qui est madame de 30 ans vient chercher sa pilule, elle n'est pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Surtout si elle la prend, comme ça, elle ne prend pas un petit bébé, parce qu'elle fait un petit bébé, elle est plus à risque. On vous l'a expliqué là tantôt. Mais vous êtes en contact avec des petits vieux qui viennent chercher leurs médicaments pour la tension et qui seront peut-être vaccinés. Mais comme vous savez, quand on a un petit vieux, on répond moins bien au vaccin. Donc si vous lui crachez du virus à la figure, involontairement, vous risquez de tuer votre patient. Je ne parle pas ici d'économie, je dis ça en souriant. Et vous jouez un rôle, vous êtes aussi un personnel de santé, comme l'infirmière, comme le médecin. Donc votre vaccination, vous rapportera, le fait de ne pas être 3 jours out, c'est des sous en moins, si vous êtes dans le privé, et 2, de ne pas infecter les autres. C'est la dernière parole pour moi, en tout cas. Moi, je me posais une question, justement. On sait que les groupes à risque, en général, par exemple pour la vaccination contre la grippe, donc les immunodéprimés, les patients âgés, pas les vieux, les patients âgés, et peut-être aussi les femmes enceintes. Comment est-ce qu'on peut réagir face à un patient qui dirait, dans notre volonté d'accompagnement du patient, s'il nous dit, voilà, je n'ai pas spécialement envie de faire le vaccin parce que la seule fois où je l'ai fait, j'ai développé des symptômes grippaux à la suite de la vaccination. Donc on revient dans le fait, vous aviez un slide, enfin vous avez envoyé un site là, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais sur lequel il y avait un déroulé du Québec, si je me souviens bien, qui était pas mal fait du tout, je suis d'accord à 98%, il y a une ou deux petites erreurs, mais c'est tout dans ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'effectivement le vaccin contre la grippe, si on prend cet exemple-là, est incapable dans les vaccins qui existent pour l'instant de donner la grippe. C'est comme dire que le pare-choc du Toyota vous a tué. Pour Toyota, pour quitter Volkswagen de là tantôt, c'est la Toyota qui vous tue en vous renversant et c'est le pare-choc qui va vous écraser. Mais le pare-choc de la Toyota déposé sur le trottoir est incapable de vous tuer, sauf si vous trébuchez dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec un vecteur. Et donc le vaccin contre la grippe, c'est des morceaux de virus de la grippe. Le pistolet d'un cambrioleur n'a jamais tué personne, sauf s'il y avait une main qui poussait sur la gâchette de l'autre côté. Et donc il est impossible d'attraper la grippe avec quelque chose qui n'est pas un virus. Vous avez un bout de virus, vous avez un virus tué, c'est impossible. Ça va vous donner une réaction locale. Moi, j'ai eu mon vaccin il y a quelques jours, c'était un peu chaud,
suis un tout petit peu sensible. Ça ne me dérange pas du tout par rapport à la chance de 70% à peu près, ou de 75%, j'espère, d'être protégé contre la grippe. Ça peut vous donner faussement l'impression de faire la grippe si vous chopez un autre virus en même temps. Le RSV est en train de commencer à circuler pour l'instant, par exemple. Et dans certains cas, ça ne vous protège pas de la grippe, parce que la grippe, ben, ce n'était pas le bon virus, parce qu'on s'est trompé. C'est la discussion qu'on a eue là tantôt. Mais le vaccin lui-même est incapable de vous donner autre chose qu'un peu mal au bras et 37,2, sans faire aucune allusion à un film que vous n'avez peut-être pas connu, mais qui est un très bon film. Voilà. Encore une dernière question?